la diversité linguistique et culturelle, les enjeux de la recherche pluridisciplinaire pour un développement socio-économique et socio-politique. Notre invité est professeur Essodina Péré Kewezima, professeur titulaire enseignant-chercheur à l'université de Lomé. Professeur, bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour, Vous monsieur le allez bien? journaliste. Oui, ça va très Alors, bien. on reprend le thème la diversité linguistique et culturelle, les enjeux de la recherche pluridisciplinaire pour un développement socio-économique et sociopolitique. En français, facile, professeur, qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers ce thème? Merci beaucoup. En français facile, on peut tout simplement comprendre qu'à l'intérieur d'un espace socioculturel, nous avons plusieurs langues qui cohabitent. Et il revient aux linguistes de les étudier, de les normaliser, de les normativer et de faire ressortir leur structure afin de permettre qu'on puisse les enseigner avec une grammaire adéquate, un vocabulaire adéquat. Le vocabulaire il peut être un vocabulaire spécialisé ou un vocabulaire général. Et donc ça rentre dans le cadre des recherches que nous faisons dans nos départements des centres de langage, que ce soit à l'université de Lomé ou à l'université de Cara. Et dans ce sens, c'est juste pour promouvoir nos langues et essayer de les hisser au rang des langues d'enseignement dans les écoles, dans les universités, si vous voulez. Alors, c'est le thème de ce colloque que vous organisez à Lomé. Pourquoi ce colloque? Justement, ce colloque, nous l'avons organisé premièrement pour rendre hommage à l'un de nos enseignants, de nos professeurs, appelé professeur libénien Philippe Bolouvi, qui justement nous a quittés. Mais il a été un éminent chercheur en linguistique. Il a été notre professeur, c'est lui qui nous a formés. Et dans les normes à l'université, une personnalité comme lui mérite d'être célébrée comme les autres. Et c'est dans ce sens que nous avons pensé qu'il serait de bon temps de le célébrer à travers un colloque comme celui-ci. Et justement, c'est la thématique que nous avons retenue pour cette manifestation scientifique. C'est vrai, on connaît le thème, mais pas la thématique. Quelle est la thématique qui sera abordée? La thématique qui sera abordée, c'est l'intérêt de la recherche linguistique pour la promotion de nos langues. Alors, le linguiste, quelle est sa part? Qu'est-ce qu'il apporte concrètement pour que nos langues puissent avoir à être hissées au niveau du développement? Bon, c'est un peu abstrait, c'est un peu vague. Je vais vous donner des exemples. Lorsque nous prenons le cas de l'enseignement, généralement dans la tradition, nous commençons l'enseignement avec le français. Et on pense que c'est une meilleure pédagogie pour que l'enfant puisse acquérir les éléments de la langue française et parler bien français. Mais au niveau psychopédagogique, on démontre, les chercheurs ont démontré que l'enfant maîtrise mieux une autre langue qu'on appelle langue seconde ou langue étrangère lorsqu'il acquiert d'abord les fondements de sa langue maternelle. Et c'est ce que le linguiste cherche à promouvoir à partir d'études pour faire voir les structures de nos langues afin de proposer un certain repère pour l'enseignement. Et dans la réforme de 1975, cela avait été clairement notifié. Les langues nationales, bon, en l'occurrence le cabier, qui était promis au rang de statut de langue nationale, qui avait été enseigné. Et à un certain moment donné, bon, il s'est avéré que ceux-là qui enseignaient ces langues sont admis à la retraite et on n'a pas pu former d'autres. Mais je pense que le gouvernement est en train de faire un effort pour reprendre ces enseignements. On est en train de faire l'état des lieux de ce qui existe, l'existant au niveau des documents, au niveau didactique, pour essayer de relancer. Les autorités ont réfléchi dans ce sens et je pense que le travail est en train d'être fait afin de doter nos enfants de leur richesse au niveau culturel. Parce que l'éducation d'abord est basée sur la langue. Et un enfant qui acquiert sa langue maternelle est bien parti pour maîtriser les autres langues qui lui permettront de mieux réussir à l'école, par exemple. Alors, professeur, est-ce que vous avez peut-être remarqué qu'il y a un désintérêt pour la langue maternelle? Parce que quand vous voyez presque dans toutes les maisons, les parents se battent pour que leurs enfants comprennent le français, mais pas la langue maternelle. Justement, nous constatons, et la problématique est de taille. Il faudrait maintenant sensibiliser les parents pour leur montrer l'intérêt d'apprendre ou de maîtriser la langue maternelle avant une autre langue seconde.
Alors, lorsque nous prenons le français que les enfants écrivent aujourd'hui, il n'est pas un français standard. Mélangé avec les SMS, mélangé avec les structures tordues, est-ce que c'est ça l'enseignement du français? Est-ce que c'est ce qu'on devrait enseigner? Est-ce que c'est ce que les enfants parlent? Est-ce que c'est le français? Donc finalement, ils ne maîtrisent ni leur langue maternelle, ni le français. Alors, lorsque vous prenez par exemple certains pays comme le Burkina Faso, comme le Mali, comme la Tanzanie, ils ont initié cette méthode d'enseigner la langue maternelle à partir de C1 jusqu'au C2. Et lorsque l'enfant va atteindre le CM1, le CM2, on introduit le français. Alors, il y a eu des écoles pilotes où on a inscrit des enfants pour leur enseigner, par exemple, les mathématiques, leur enseigner la géographie, l'histoire, les contes dans leur langue maternelle. Et déjà dès la classe de C2, ils ont été envoyés au CPD avec les autres qui ont fait le programme en français. Et ils étaient les meilleurs. Juste niveau C1, ayant acquis les éléments dans leur langue maternelle, ils ont réussi brillamment au CPD. Alors, ça a démontré que la base linguistique au niveau de la langue maternelle est un atout. Si nous prenons, par exemple, le volet de la mathématique, alors, on peut dire, est-ce qu'on peut faire la mathématique en EV? On me dira non. Alors, c'est la méconnaissance des structures et de la réalité de nos milieux. Si on dit en EV, on ne peut pas faire la mathématique, ça suppose que nos parents ne savaient pas compter, puisqu'ils élevaient. Alors, lorsqu'un éleveur constate qu'un poussin est absent, c'est-à-dire l'épervier a piqué un poussin, c'est déjà la mathématique, ça fait moins 1. C'est-à-dire que le poussin est parti, ça fait moins X. On commence déjà la mathématique. Décatolé, vous voyez? Et déjà, on enseigne à l'enfant la maîtrise des éléments mathématiques au départ. Et si on multiplie les exemples, vous verrez que si nous prenons par exemple blave, en français c'est 20, en anglais c'est 20, en allemand c'est 26. Ça c'est ce qu'on appelle un nombre compact. Mais en EV c'est un nombre dénombré, si je fais la tautologie. C'est-à-dire que dans blave, vous avez deux notions. Vous avez 10 et vous avez 2. Ça veut dire 10 fois 2 ou alors 10 plus 10. C'est ce que nous appelons un paquet de paires. Vous voyez, déjà un enfant qui a cette maîtrise sera bon en mathématiques. Ça, ce n'est pas une hypothèse, c'est une réalité. Et ça fait que lorsqu'on bascule directement pour le français, on ignore ces éléments dans la langue maternelle, on perd ce que nous avons appelé une richesse linguistique. À qui s'adresse ce colloque? Ce colloque s'adresse aux enseignants-chercheurs, aux étudiants, aux doctorants et aux chercheurs également qui sont dans les instituts, qui sont également de la partie. Alors, il s'agit donc d'explorer les recherches, ce que nous avons pu trouver, ce que les thématiques abordent au niveau, par exemple, de la phonologie, au niveau de la syntaxe, au niveau de la sociolinguistique, au niveau de la psycholinguistique, quels sont les résultats et qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on peut tirer pour que nous puissions utiliser ça au niveau, par exemple, de l'enseignement de l'EV, de l'enseignement du MOBA, de l'enseignement du CABIE. Donc, c'est les techniciens qui sont les linguistes qui proposent les éléments et les décideurs peuvent en faire usage pour l'enseignement, par exemple. Alors, ces différentes personnalités qui vont participer à ce colloque vont venir simplement de Lomé ou bien de la sous-région ou même de l'Afrique? Et c'est même au-delà. D'abord, à l'intérieur, au Togo, nous avons les collègues venus de l'université de Kara, plus ceux de l'université de Lomé. Nous avons au total 8 pays. Et nous avons, par exemple, le Bénin, nous avons la Côte d'Ivoire, nous avons le Sénégal, nous avons le Burkina Faso, nous avons le Mali, nous avons le Canada, nous avons les États-Unis et nous avons le Ghana. Et donc, nous avons les chercheurs ou les collègues qui sont issus de ces différentes universités qui sont là. Et comme la thématique, c'est la pluridisciplinarité, nous n'avons pas que les linguistes. Il y a des collègues qui sont venus également pour d'autres disciplines qui concourent à enrichir cette thématique. Vous avez sans doute une finalité pour ce rendez-vous. Exactement. Alors, ce rendez-vous vise deux objectifs. Le premier, c'est de remettre les mélanges. Qu'est-ce que nous appelons mélange? C'est l'ensemble des articles réunis pour en faire un document en l'honneur d'une personnalité, d'une autorité universitaire, par exemple. Et c'est le cas de notre maître, le professeur Bolouvi, à qui nous avons dédié ces hommages d'environ 595 pages, rassemblant les articles en linguistique et les articles d'autres disciplines pour présenter. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons, au-delà de ça, nous avons fait les hommages, les témoignages ont été faits,
et au niveau de ce que le professeur a été, ce qu'il a fait, ce qu'il a formé, et qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, et qu'est-ce qui pourrait maintenant motiver les autres à mieux faire. Et nous avons finalement remis les mélanges, puisqu'il n'est plus. Alors nous avons intitulé ça Hommage à titre posthume à feu professeur Bolouvi. Et il y a eu un représentant de la famille à qui on a dédié cet ouvrage qui vient de le retirer. Alors, pourquoi faire ce département de linguistique précisément? Vous avez sans doute plusieurs raisons. Alors, ce département de linguistique a été créé pour faire l'étude linguistique, si je me répète, de nos langues. Et ça suppose qu'on ne peut pas se lever comme ça pour commencer à écrire une langue. Il faut d'abord poser les bases. Les bases, c'est d'abord la phonologie. La phonologie nous envoie vers l'alphabet. Et à partir de l'alphabet, on conçoit un système d'écriture et on va vers l'orthographe. L'orthographe permet donc d'asseoir des textes pour en faire des syllabaires, des documents didactiques pour l'enseignement. Et c'est les départements de linguistique qui sont habilités à le faire. Vous avez au-delà de ça d'autres documents que sont les dictionnaires. Et c'est au niveau de la lexicographie, c'est une des branches de la linguistique. Alors, les lexicographes, c'est les spécialistes de la confection des dictionnaires. Et nous avons plusieurs types de dictionnaires. On a les dictionnaires de langue, Petit Robert, Petit Larousse, Harap's par exemple, Collins, c'est des dictionnaires de langue. Nous avons également des dictionnaires spécialisés quand c'est un domaine technique. Par exemple, le dictionnaire de médecine, le dictionnaire de botanique, le dictionnaire de la physique, par exemple. De la physique. Donc tout ça, c'est des documents spécialisés qui concourent à enrichir la langue au niveau de l'enseignement, par exemple. Donc, études linguistiques de nos langues, oui, ça c'est le premier. Vous avez d'autres? Oui, bien sûr, nous avons d'autres. Par exemple, au-delà de ce que je viens de dire, lorsque nous enseignons ces principes d'études de langue à nos étudiants, nous les amenons à avoir également la capacité de s'exprimer. Et c'est là où on va regarder le volet de qu'est-ce qu'on devient. Qu'est-ce qu'on devient si on fait le département. Alors, à la base, en principe, lorsque nous faisons ce département ou lorsqu'on donne les enseignements, nous construisons des compétences. Les compétences à la manipulation de la langue sur le plan de la structure, ce que nous appelons la syntaxe. Et donc, logiquement, le département débouche vers l'enseignement. L'enseignement du français, l'enseignement de l'anglais, par exemple, puisque nous faisons également les cours au département d'anglais. On peut enseigner le français à partir de la linguistique. Nous faisons la didactique du français. Nous faisons la morphosyntaxe du français, nous faisons la sociolinguistique du français, la grammaire normative du français, pour donner les atouts nécessaires aux étudiants qui s'y inscrivent d'être capables de tenir un langage cohérent pour enseigner. On fait même la littérature. On fait la littérature française et la littérature africaine. Donc voilà l'ensemble de ces unités d'enseignement qui permettent de construire la compétence au niveau de nos étudiants qui y passent. La plupart de certains qui ont une licence ou une maîtrise sont passés dans le domaine des médias. Vous avez beaucoup de vos amis qui sont devenus des journalistes et qui sont très bons. Et quand vous faites les rencontres, vous voyez qu'il y en a qui sont très bons. Et souvent, on pose la question, mais qu'est-ce que tu as fait? Quand on dit linguistique, les gens sont étonnés. Justement, c'est parce que les gens confondent le département de lettres modernes et le département de linguistique. Il y a une différence. La différence, c'est à quel niveau, professeur? La différence, c'est que au niveau du département des lettres modernes, on fait ce qu'ils ont appelé les lettres modernes classiques, c'est-à-dire on fait tout ce qui relève des genres littéraires, tout ce qui relève des poèmes, de la poésie, du théâtre, la grammaire normative par exemple, ce qui est carrément différent du département des sciences du langage où nous analysons les structures de la langue. Quels sont les fondements de la langue? On peut faire l'analyse par exemple des fondements syntaxiques du français, de l'allemand, de l'évé. Et c'est pour renforcer d'ailleurs ce que l'on pourrait étudier au département de lettres modernes, puisque nous faisons également linguistique là-bas. La plupart des départements de la FLA font la linguistique justement pour renforcer les autres unités d'enseignement dans ces départements. Donc voilà la spécificité du département. Et ça fait que lorsque nous formons nos étudiants dans ce département, ils ont les atouts parce qu'ils connaissent les structures de la langue. Lorsqu'on construit une phrase, on ne la construit pas au hasard. On ne place pas le mot dans la phrase n'importe où. Il y a une norme. C'est ce que nous appelons la grammaire normative ou la morphosyntaxe.
Et donc, tous ces atouts, lorsqu'on les découvre, je pense qu'on est assez outillé, non seulement au niveau de la prise de la parole, c'est-à-dire au niveau du discours, mais également on est capable d'enseigner, de transmettre les connaissances à travers ces compétences linguistiques que nous avons enseignées à nos étudiants. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les Togolais sont vraiment outillés pour? Euh, je ne dis pas ils sont outillés, je ne le dirais pas. Je dis plutôt qu'il s'agit d'un problème de sensibilisation. Alors il faut attirer l'attention, peut-être de la population, de nos parents, sur l'intérêt que constituent nos langues. Alors, nos parents parlent nos langues facilement. Maintenant, les enfants qui sont nés dans les familles ont des difficultés de parler leur langue maternelle, justement, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les parents ne parlent même pas leur langue à l'enfant. Ils ne parlent que français. Alors, lorsque l'enfant est coupé ou est sevré de sa langue maternelle, il ne peut faire face qu'à une autre langue qu'est le français, par exemple. Ça veut dire qu'il ne maîtrisera même plus sa langue. Alors que les richesses de sa langue lui permettraient de faire un transfert utile ou positif vers le français. Alors, je vous donne des exemples. Si, par exemple, on demande aux enfants d'écrire un conte qu'ils ont lu ou qu'ils ont entendu. Alors, si un enfant n'a jamais entendu un conte dans sa langue, comment il va créer un conte en français? Ce serait difficile. Or, s'il l'a entendu, bon, comme on le dit souvent, sous la palabre, le grand-père est là, la grand-mère est là, les enfants sont là, il y a les contes, ils écoutent, ils peuvent facilement reprendre ça en français. C'est ce qu'on appelle le transfert positif. Et reconstruire, écrire ça en français pour le conte de l'examen qu'on lui a donné. Alors, s'il n'a jamais entendu un conte, créer est difficile. Et donc, ça s'appelle revenir vers sa langue maternelle pour rechercher les éléments de force qui lui permettent de s'en sortir facilement. Et donc, il faut attirer l'attention des parents à ce sujet. Et un autre exemple, lorsque vous prenez le système de comptage, par exemple, il y a des enfants qui ne savent même pas compter dans leur langue maternelle. Ce qui est sûr, c'est qu'ils seront nuls en maths. Puisque les langues africaines, sur le système de la numération, sont structurées mathématiquement au niveau, par exemple, du système de comptage. Je viens de vous donner des exemples. Oui. Lorsque vous prenez des dizaines combinées, si nous prenons, par exemple, 50, alors on va dire 5, 10, 40, on va dire 4, 10. Vous voyez, donc déjà, nous avons la mathématique à l'intérieur. Et ce serait dommage que cette richesse-là soit sevrée aux enfants. Et donc, il s'agit donc d'une sensibilisation à l'endroit des parents pour que nos parents sachent que nous ne devons pas laisser nos racines. Nos racines sont construites sur la base non seulement de la culture, mais également de la langue. C'est à travers la langue qu'on exprime les faits de culture. Ce n'est pas à travers le français qu'on va exprimer les éléments de chez nous. Vous voyez? Bon, dépassons le volet, on avait été colonisé. Bien sûr, la colonisation est passée. Qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons pour reconstruire notre identité? Et il faut comprendre ce principe pour dire que c'est à nous qu'il revient de reconstruire notre identité linguistique pour reprendre cette richesse et la transférer à nos enfants. Et c'est justement ce que le département de linguistique fait à travers ces différentes unités d'enseignement qu'on donne aux étudiants. Vous avez parlé de sensibilisation. Est-ce que, professeur, ça suffit puisque on remarque que nos langues disparaissent? Est-ce qu'il faudrait aussi enseigner ces langues parce qu'on le faisait, maintenant il y a un désintérêt total. Est-ce qu'il faut les introduire également dans les enseignements? Ok, dire que nos langues disparaissent, je pense que c'est un peu trop dire. Nos langues ne disparaissent pas. C'est nous qui oublions de parler nos langues ou qui hésitons à parler nos langues. Nos langues sont là. C'est comme des outils. Si on n'utilise pas l'outil, l'outil est là. Le moment viendra, on va l'utiliser. Donc, il s'agit de dire à nos parents, cessez de parler français à vos enfants très tôt. Très tôt. Mais c'est difficile, mais il faut le dire. Et nous faisions des émissions à la télévision par le passé pour attirer l'attention des parents sur ce sujet. Pourquoi ne pas parler élevé à son enfant, par exemple, à la maison? Pourquoi on pense que c'est le français qui ferait du bien à l'enfant? Mais ça veut dire qu'on n'aime même pas sa langue. Si vous aimez votre langue, il faut faire le suivi pour que l'enfant aussi puisse maîtriser la langue maternelle. C'est important. Et ça lui permet d'être content qu'il est de chez lui, avant de faire face à l'autre culture. Alors, il ne faut pas que nos enfants n'aient plus de pied, puisqu'ils ne maîtriseront ni le français correctement, ni leur langue maternelle. Vous voyez?
Et donc, ça veut dire que l'enseignement doit reprendre. Et il va reprendre bientôt. Alors, je rappelle également que nous avons des claviers aujourd'hui sur nos téléphones portables qui sont adaptés à l'écriture des textes dans nos langues. Et il y a plusieurs groupes sociaux qui développent des systèmes d'écriture aujourd'hui et qui communiquent, par exemple, dans nos langues. Il y a beaucoup de groupes sur les réseaux sociaux qui font des émissions en EV. Il y en a en Kabye, Sentinelle Kabye, Sentinelle 1, Sentinelle 2, et c'est à travers le monde. Il y en a qui sont dans la plateforme, qui sont aux États-Unis, en Allemagne, un peu partout, et on interagit. Et ça fait que ça donne plus de goût, plus de tonus à tous ceux-là qui voudraient laisser leur langue pour que nous puissions ensemble peut-être construire les énergies et développer davantage les outils de communication que sont nos langues. Est-ce que ces genres d'initiatives, professeurs, vont se renouveler ou bien on fait ce colloque, ça fait des années après? Ça va continuer, puisque le colloque s'inscrit dans le cadre de l'équipe de recherche que nous gérons. Et l'équipe de recherche n'a pas seulement pour activité que le colloque. Nous aurons des conférences, on en a fait. Nous aurons également des tables rondes. Nous aurons des sorties de terrain. Et c'est tout un programme. Juste après le colloque, nous aurons une autre conférence sur d'autres thèmes qui seront débattus au niveau du département ou ensemble avec les collègues des autres universités sur les plateformes, par exemple, pour enrichir davantage les débats. On peut avoir une projection sur les thèmes à venir ou bien c'est ensemble vous allez le faire? Non, nous avons déjà des thèmes puisque c'est un programme. Nous avons la reprise des études au niveau du nombre de langues au Togo. Certains vous disent c'est une quarantaine, d'autres vous disent c'est une trentaine. Bon, beaucoup de recherches ont été faites, mais aujourd'hui, on n'a pas une idée claire du nombre de langues au Togo. Nous parlons de langues parlées sur notre territoire. Il y en a combien? Et le laboratoire ou l'équipe de recherche va dans ce sens également. Nous avons également une autre thématique, la langue au service de la paix. La langue au service de la paix, ça c'est une thématique qui est très chère à la faculté à notre faculté, à la faculté des lettres, langues et arts. Alors, on ne peut pas faire la paix sans parler. Aujourd'hui, lorsque les armes auront fini de parler, on dit toujours il faut s'asseoir autour d'une table pour discuter. C'est la langue. Alors, qu'est-ce que la langue apporte au niveau, par exemple, des pourparlers, au niveau de la construction de la paix? Et donc, cette thématique également, elle est abordée. Nous avons d'autres thématiques, par exemple, les répertoires, les lexiques de géométrie, lexique de mathématiques, lexique de la géographie, lexique de la mathématique, le lexique, par exemple, de l'environnement, le lexique agro-pastoral. Donc, il faut des lexiques comme ça pour essayer de donner les éléments nécessaires à nos langues. Les journalistes que vous êtes, par exemple, lorsqu'il s'agit de faire passer un message en EV, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des termes qui vont vous manquer. Il y aura des termes qui vont vous manquer. Alors, comment faire pour que le journal passe bien en EV sans hésiter, sans aucun mot français? Il faut créer des termes. Il faut voir quels sont les termes qui pourront être adaptés à votre jargon de journaliste. Et là, vous êtes également interpellé. Vous voyez? Ouais. Et le travail de linguiste va également dans ce sens. Créer des lexiques. Par exemple, pour l'enseignement, pour les journalistes, pour les apprentis. Et aujourd'hui, le ministère de l'alphabétisation fait un bon travail. Et nous faisons partie de cette équipe-là pour créer des lexiques spécialisés. On est en train de faire une autre expérimentation avec l'utilisation des machines. Et il faut enseigner ce métier à ceux qui n'ont pas été à l'école. Maintenant, si on doit leur enseigner ça dans leur langue, il faut le vocabulaire. Le vocabulaire, nous parlons des termes. C'est la terminologie. C'est les linguistes qui sont là pour ce travail. Et donc, le ministère entend toucher tous les métiers ou tous les secteurs pour pouvoir élargir le travail pour permettre à nos populations d'intégrer ce processus de développement à travers leur langue. Alors, professeur, qu'en est-il des académies de nos langues comme EV et Kabye? Les deux académies travaillent également dans le même champ pour la promotion des deux langues et des autres langues. Alors, je rappelle que lorsqu'on dit académie de langue EV, académie de langue Kabye,
il n'y a pas que l'Académie pour les deux langues. Il y a un immeuble qui a été offert pour les deux académies, mais au même moment, il y a d'autres langues qui sont là, ou les autres qui peuvent venir travailler pour la promotion de toutes langues. Alors, il y a, par exemple, le calendrier EV, il y a le calendrier Kabier, il y a les revues et il y a les syllabaires. Et les deux académies également participent à l'élaboration des documents didactiques pour l'enseignement. Je rappelle que les ENI, dans chaque région, il y a les ENI. Et à ce niveau, il y a un enseignant d'une des langues. Et ils doivent avoir les outils pour travailler. Puisqu'on va reprendre l'enseignement des langues nationales si peu, il faudrait donc des outils. Et c'est justement la raison pour laquelle les académies, les deux, en collaboration avec les enseignants du département des sciences du langage, c'est-à-dire les linguistes, doivent travailler ensemble pour créer ces termes, harmoniser les documents didactiques et sortir des documents plausibles pour accompagner le gouvernement dans ce sens. Alors, professeur, nous sommes presque au terme de cet entretien très riche. Vous avez sans doute des mots de fin. Oui, les mots de fin, c'est d'abord dire un merci aux autorités qui font des efforts pour la reprise de l'enseignement des langues nationales. C'est un élément très important. Alors, il faudrait également que les parents contribuent, que les parents comprennent que nos langues sont des richesses inestimables. Le français n'est pas plus riche que l'EV, encore moins les autres langues. Et c'est ce que nous devons nous mettre à l'esprit. Et donc, ce n'est pas parce que je parle français que je dois laisser ma langue. Si j'ai les deux, ça fait deux forces. Alors, nous demandons donc à chacun de faire un effort pour ne pas piétiner sa langue. Piétiner sa langue, c'est se piétiner soi-même. Et finalement, on n'aura plus de racines. C'est vraiment un appel à l'endroit de chacun de nous pour qu'ensemble, nous puissions vraiment prendre au sérieux nos langues maternelles pour en faire notre cheval de bataille. Ça a été un plaisir, un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau, professeur Isodina Péré Kewezima. Vous êtes professeur titulaire, enseignant-chercheur à l'université de Lomé. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous aussi et bon travail. Merci. On marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé. Merci.